Bonjour et bienvenue tout le monde à cette rencontre dédiée à la présentation du bilan semestriel de FAC sur le secteur des aliments transformés et des boissons. Je m'appelle Darlene McBain et je travaille sur l'équipe des relations avec l'industrie à FAC. Et c'est un plaisir pour moi d'être votre animatrice cet avant-midi pour cette séance virtuelle. Merci à vous tous d'être présents avec nous ce matin. Vous jouez tous un rôle important dans l'industrie canadienne des aliments et des boissons, alors nous vous remercions de nous offrir de votre temps. Et nous espérons que vous allez apprécier le contenu de cette rencontre. Tout d'abord, j'aimerais souligner que je vous parle aujourd'hui de mon bureau à Montréal et je me situe sur les terres traditionnelles non cédées des nations Mohawk et Algonquin. Ce territoire a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les nations, et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous honorons ces peuples comme des contributeurs essentiels à notre société et nous respectons la diversité et la force de tous les peuples autochtones de partout au pays. Donc maintenant, avant de poursuivre, réglons quelques petits détails pratiques. Tout d'abord, sachez que cette séance sera enregistrée et un lien vous sera envoyé à toutes les personnes qui sont inscrites aujourd'hui. Donc, si vous devez vous absenter ou si vous voulez réécouter ou partager le contenu avec vos collègues, il sera disponible dans quelques jours. Si vous avez des problèmes d'ordre technique, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton « Aide » pour obtenir du soutien. Et après la présentation de Jean-Philippe aujourd'hui, il va y avoir une période de questions et réponses. Donc, si vous voulez inscrire vos questions à la droite dans la section clavardage, vous pouvez le faire tout au long de la présentation. Nous sommes donc très heureux d'accueillir avec nous aujourd'hui Jean-Philippe Gervais, qui est vice-président et économiste en chef à FAC. Son travail et ses conseils aident à orienter la stratégie à surveiller le risque à l'échelle de FAC. Aujourd'hui, Jean-Philippe examinera avec nous le bilan semestriel que FAC a publié à la fin septembre sur le secteur des aliments transformés et des boissons. Nous allons donc en savoir plus sur l'évolution des tendances depuis la publication en avril du rapport FAC sur le secteur des aliments transformés et du rapport FAC sur le secteur des boissons qui a été publié en juin. Donc, Jean-Philippe, aujourd'hui, nous fera une analyse des tendances clés que nous continuons à surveiller attentivement, c'est-à-dire la main-d'œuvre, le taux de change et la consommation alimentaire au Canada. Maintenant, donc, bienvenue Jean-Philippe, la parole est à toi. Donc, merci Darlene. Bonjour à tous. Si vous vous joignez à nous en direct, bienvenue, merci. Et puis, si vous regardez un enregistrement de cette présentation-là, bien, doublement merci. Je suis présentement moi-même à Ajax, en Ontario, juste un petit peu à l'est de Toronto pour l'ouverture officielle du bureau de FAC à Ajax. Donc, c'est un plaisir pour moi de faire le survol un peu de la présentation ou en fait de ce que nous observons présentement dans l'environnement d'affaires. Et il y aura une période de questions, comme Darlene l'a mentionné, pour répondre à certaines interrogations s'il y a quelque chose dont je ne fais pas mention aujourd'hui. Plusieurs des ressources, d'ailleurs, sont disponibles sur le site web de FAC, donc à fac.ca/savoir. Vous avez une tonne de ressources du côté économique, mais aussi sur d'autres sujets qui peuvent aussi guider vos décisions et vos analyses pour prendre vos décisions au sein de votre entreprise. Donc, si on amène présentement le PowerPoint qui va me guider durant la présentation. Et en fait, comme Darlene l'a mentionné en introduction, c'est de faire une mise à jour un peu sur ce qui s'est passé depuis début avril, donc dans les 6 derniers mois. Et ce qui est assez, je pense, le thème majeur présentement, c'est ce qui se passe du côté de l'inflation. Donc, déjà au début avril ou à la fin mars, on avait une bonne idée que l'inflation serait problématique pour les entreprises, que ce soit en alimentaire ou aussi dans d'autres secteurs d'activité. On avait déjà une inflation qui touchait les 6 au mois d'avril et plus. Par contre, si on regarde sur l'écran présentement, on voit que les tendances du côté de l'inflation, si on regarde de l'inflation de tous les biens, dans l'économie en général, on voit que pour les 2 derniers mois, juin et juillet, on a eu une tendance, juillet et août et juillet, on a eu une tendance à la baisse. Donc, le niveau d'inflation a légèrement diminué. Certaines personnes pointent que c'est le renversement de la tendance, etc.
Peut-être, mais en fait aussi, il faut comprendre deux choses. Premièrement, la baisse de l'inflation dans les 2 derniers mois a été le résultat du prix de l'essence qui a diminué considérablement, donc qui a baissé l'inflation. Et ce que j'aime mentionner aussi, c'est que si on fait l'hypothèse que les prix de tous les biens restent les mêmes d'ici la fin de l'année, entre maintenant et la fin de l'année, bien, on se retrouverait quand même à une inflation autour de 6 à la fin décembre 2022. Donc, le problème d'inflation ou l'enjeu de l'inflation dans l'économie en tant que telle n'est certainement pas réglé. Ça va prendre encore beaucoup de temps, beaucoup, donc certainement la plupart du temps ou une bonne partie de 2023 avant d'abaisser l'inflation vers la cible de la Banque du Canada qui est 2. Et si vous regardez du côté alimentaire, donc les prix au détail pour les aliments, bien, vous voyez que l'inflation, elle, ne montre aucun signe de ralentissement. En fait, elle approche 10 On est au-dessus de 10 pour ce qui est des aliments achetés en épicerie, un petit peu moins que 10 pour les aliments consommés en restauration. Mais l'inflation alimentaire continue de grimper. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher pour essayer de comprendre un peu les enjeux de profitabilité que cela peut créer pour les prochains mois. Si on regarde quelques statistiques brièvement pour les 6 premiers mois de 2022, bien, j'ai illustré ou, si vous voulez, surligner en jaune les choses qui peut-être, ou les statistiques qui peuvent peut-être vouloir être un peu plus à l'avant-plan. Si on regarde les ventes, lorsqu'on mesure les ventes dans la fabrication alimentaire et boissons, mesurées en dollars, bien, on voit une croissance de 13,2 Donc, il y a une bonne croissance au niveau des ventes mesurées en dollars. Mais encore là, je pense que la clé est de savoir quelle est la différenciation ou, si vous voulez, la distinction entre la croissance des ventes en mesurée en volume et la croissance des ventes mesurées en dollars. Donc, en dollars, on sait que c'est 13,2. Si on regarde les 6 premiers mois de 2022 par rapport aux 6 premiers mois de 2021, mais une des raisons de cette croissance-là, c'est l'inflation. D'où vient la croissance? On regarde les ventes des entreprises de transformation. Selon ce qui a été vendu au détail. Et on voit que la croissance qui existe, et j'y reviens dans une seconde, la croissance qui existe présentement dans l'industrie est beaucoup fonction de ce qui se passe au niveau de la restauration, par exemple, avec le rebond. Donc, on est encore, si on veut, dans un environnement où la pandémie a un effet sur ce dont on mesure, c'est-à-dire que avec la fermeture de certaines entreprises, certains secteurs de l'économie en 2021, bien, lorsqu'on mesure ce qui se passe présentement en 2022, bien, on a un bon rebond. Si on regarde, par exemple, les ventes en restaurant, les bars, etc. Donc, il y a de la croissance au niveau de l'industrie de la transformation, mais cette croissance-là dans les ventes, si on regarde en volume, bien probablement plus du secteur des services que du secteur, par exemple, en épicerie, si on parle des ventes au détail. Et je le mentionnais, ce qui est important aussi de regarder, c'est la source de la variation des ventes. Donc, je le disais, 13,2 des ventes, d'augmentation des ventes lorsque mesuré en dollars. Mais si on regarde l'indice de prix, encore une fois, pour les 6 premiers mois de 2022 par rapport aux 6 premiers mois de 2021, bien, on voit qu'en fabrication alimentaire, l'indice de prix a grimpé de 9,9 Donc, si on fait des mathématiques un peu là, très brèves et très générales, on peut croire que les volumes des ventes des transformateurs dans l'alimentation ont augmenté d'environ 3 On parle d'une augmentation de 13 en dollars des ventes, 10 d'indice de prix. Donc, ça laisse à peu près un 3 de croissance en termes de volume pour ce qui est de l'industrie de la transformation. Dans l'industrie de la fabrication de boissons, on voit que l'inflation a été moindre et j'y reviendrai plus tard un peu sur les raisons derrière ceci. Dans la fabrication de boissons, on voit une inflation moindre. Donc, quand on parle de vente aux alentours de 10 on peut voir qu'il y a quand même un certain volume plus appréciable de croissance à des prix un peu moins élevés. Donc, ce qui soulève, là, comme vous allez le voir tantôt, un certain enjeu de profitabilité. Mais ce n'est pas nécessairement surprenant, considérant que une bonne partie du rebond des ventes vient du secteur des services alimentaires, donc restauration, bar, etc. Donc, suite à ce qui s'est passé en 2021 versus les 6 premiers mois de 2022. Au bas de l'écran, vous voyez 2 cases illustrées en jaune. Mais je pense qu'on va y revenir tantôt, mais je voulais juste illustrer que si on regarde les données de l'emploi, les salaires ont augmenté de façon très, très, très appréciable lorsqu'on parle de transformation alimentaire ou de fabrication de boissons, 11,5 dans l'alimentaire, 13,4 dans la fabrication de boissons. Donc, ces hausses de salaires-là créent aussi son fonction de la pénurie de main-d'œuvre, bien sûr. On y reviendra, mais aussi créer des enjeux au niveau de la profitabilité qui sera bien de regarder un peu plus attentivement.
Lorsqu'on parle d'inflation, on parle beaucoup de chaîne d'approvisionnement, on parle beaucoup de ce qui se passe au niveau des commodités, par exemple, le prix des commodités que les transformateurs utilisent pour ajouter de la valeur, etc., dans leur processus de fabrication. Bien, ces prix-là sont, pour la plupart, règle générale, déterminés sur les marchés internationaux. Donc, on importe un peu, si on veut, l'inflation de ce côté-là, c'est-à-dire que le prix des commodités a augmenté. Et ça crée de l'inflation au niveau des coûts de production des entreprises de transformation. Donc, et en plus, les chaînes d'approvisionnement ne sont pas encore rétablies à 100 %. Donc, ça, c'est un peu de l'inflation, je pense, qui est importée vers le Canada, mais aussi des sources internes d'inflation. Une de ces sources-là, c'est bien sûr l'épargne des consommateurs. Vous voyez ici la différence à l'écran entre la ligne verte et la ligne noire. Bien, on voit la différence, c'est en fait la différence entre le revenu disponible et les dépenses en consommation. Et au tout début de la pandémie, on a eu une grosse différence, beaucoup d'épargne qui s'est créée en raison de certains programmes de soutien aux revenus, oui, c'est sûr, mais aussi en fonction que les consommateurs étaient dans l'impossibilité de dépenser, il y avait une fermeture de certains secteurs de l'économie, etc. Donc, on a accumulé de l'épargne pendant 2020, 2021. Et là, maintenant, on est dans un phénomène de décumulation de l'épargne. Donc, on pense que vers la fin 2022, début 2023, l'épargne va être revenue à un taux d'épargne un peu plus en lien avec ce qu'on observait avant la pandémie. Mais là, présentement, il y a encore beaucoup d'impact. L'épargne s'est avérée assez résiliente. Elle est concentrée aussi dans les plus hauts revenus des ménages canadiens. Donc, tout ça fait en sorte que ça encourage certaines dépenses en consommation. Et c'est ce qu'on voit présentement. Les ménages, par contre, l'inflation, on dit souvent que l'alimentation est un secteur de l'économie qui est un peu immunisé par rapport au cycle économique. C'est un peu vrai, mais je pense aussi que c'est un peu faux dans le sens où les consommateurs ajustent leurs dépenses en consommation. Ici, présentement, vous voyez, la barre noire mesure l'augmentation de la part des dépenses des consommateurs canadiens pour ce qui est de l'achat d'aliments et boissons. On a augmenté un petit peu cette part-là, alors qu'on l'a vu au tout début que l'inflation approchait les 10 %. Donc, ça veut dire que les consommateurs, et que cette inflation-là de 10 % était supérieure à l'inflation moyenne dans l'économie. Il y a certains secteurs qui ont une inflation similaire à ce qui est alimentation, etc. Il y a aussi des secteurs qui ont beaucoup moins d'inflation. Étant donné qu'on a la forte inflation pour les aliments et les boissons, on aurait été en droit de s'attendre que la part du budget alloué aux dépenses en alimentation et boissons aurait augmenté un petit peu plus que l'on voit présentement à l'écran. Et donc, ça veut dire ça que les consommateurs font des ajustements. Si en plus on considère que les dépenses en restauration, etc., ont augmenté, généralement, c'est des prix qui sont plus élevés, il y a un peu plus de services et de valeur ajoutée à l'intérieur des aliments consommés, là, en restauration versus dépenses qui sont effectuées en épicerie. Donc, on aurait été en droit de s'attendre un peu plus d'augmentation de ce côté-là. Donc, il y a définitivement, je pense, des comportements des consommateurs qui essaient de substituer certains biens à l'intérieur de leur panier d'aliments pour aller chercher peut-être un peu plus de valeur, etc. Donc, sans avoir d'impact au niveau agrégé pour tout ce qui est alimentation, je pense que définitivement, on voit les consommateurs faire des ajustements pour ce qui est de leur panier d'alimentation. Et si vous regardez, j'avais déjà montré que les dépenses en consommation au détail d'aliments, ce qui est par exemple en épicerie, avait diminué de 0,3 %. Mais si on voit ici les données qui font pas seulement janvier à juin, mais ici janvier au milieu septembre, on voit que la diminution des ventes en épicerie pour ce qui est aliments et boissons est encore plus significative que ne l'était pour les 6 premiers mois. Donc, dans les derniers mois, il y a eu certains ajustements qui ont été effectués encore plus. Donc, ces ajustements-là que je parlais, là, en réponse aux pressions inflationnistes, les consommateurs sont définitivement maintenant à la recherche d'un peu plus de valeur dans leurs achats et essayer de substituer des produits des prix un peu plus élevés à des produits à prix un peu moins élevés. Donc, il y a définitivement un comportement des consommateurs ici. Oui, il y a encore de l'inflation dans l'économie. Oui, l'épargne est encore présente, mais les consommateurs, avec les hausses de taux d'intérêt, etc., voient leur pouvoir d'achat diminuer et il y a définitivement un impact à l'intérieur du panier d'épicerie pour les consommateurs. Il y a par contre, si on regarde, si on voit présentement où les consommateurs font, je faisais l'état tantôt du rebond des ventes, par exemple, dans le secteur de la restauration, et on arrive à un équilibre présentement. On arrive à un équilibre qui était sensiblement un 40-60 % ou un tiers, deux tiers
maison versus à l'extérieur de la maison lorsqu'on parlait de consommation d'aliments. Bien, on a eu un gros choc au tout début de la pandémie, bien sûr, avec la fermeture de l'industrie de la restauration. Mais on voit que là, on est rendu dans le rebond où on mesure ce qui se passe présentement en 2022 par rapport à ce qui se passait au même moment en 2021. Mais on arrive à un équilibre qui sensiblement est revenu là où on était avant la pandémie. Donc, de ce côté-là, ces entreprises de transformation, lorsqu'ils regardent un peu les achats de leurs clients, que ce soit au détail, restauration, épicerie, etc., peuvent s'attendre à ce que les courants de consommation reviennent passablement alors où ils étaient avant la pandémie. Bon, absolument parler du marché du travail. À la gauche de l'écran, il y a plusieurs indicateurs du marché du travail. Je ne veux pas nécessairement y aller indicateur par indicateur, mais je pense que le point ici, c'est que pour la plupart des indicateurs, les points bleus, ils sont tous à l'extrême droite du graphique ou du tableau, ce qui montre que le marché du travail est très, très, très limité. Très peu d'offres disponibles, d'offres de travailleurs disponibles pour tous les emplois qui sont affichés. Et ça crée des pressions à la hausse au niveau de l'économie en général. Si on regarde les salaires, la croissance des salaires à la droite, la dernière donnée disponible indique une croissance annuelle de 5,4 %. Et vous vous rappelez qu'au tout début, j'ai mentionné que la croissance des salaires dans l'industrie de la transformation était beaucoup plus aux alentours de 10 %. Donc, il y a définitivement ici un enjeu du côté de la transformation, un peu plus de difficultés, en fait, je dirais même beaucoup plus de difficultés à recruter les travailleurs dans le secteur de la transformation que dans le secteur de l'ensemble de l'économie. Il y a diverses raisons pour ceci. On a eu l'immigration qui a été beaucoup plus au ralenti dans les 2 premières années de la pandémie, etc. On retrouve un certain équilibre de ce côté-là. Mais il y a définitivement un défi. Si on regarde le taux de postes vacants dans l'industrie de la transformation, il est supérieur au taux de postes vacants dans l'économie en général. Donc, je pense que c'est le défi numéro 1 des entreprises de transformation présentement, c'est d'aller combler certains besoins en main-d'œuvre, étant donné que l'offre de travailleurs est très, très, très limitée. Je pense que c'est le défi numéro 1. On a récemment sur notre site web publié une étude qui regarde les 10 prochaines années. C'est en faisant état de certaines projections de la population active, si on regarde le nombre de travailleurs auxquels on peut s'attendre à être disponibles dans l'économie, bien, on voit que pour le secteur de la transformation, un des meilleurs scénarios possibles, c'est d'être à peu près au statu quo, que les choses ne devraient pas s'améliorer grandement en termes de travailleurs disponibles. Et donc, ça devrait aussi continuer à générer des pressions à la hausse sur les salaires là, pour les entreprises de transformation. Et je pense que c'est un des enjeux numéro 1. En lien avec ceci, bien, lorsqu'on parle d'enjeux de travail, de travailleurs, bien, on peut penser aussi à l'automatisation, la robotisation à l'intérieur des entreprises, etc. Donc, ça requiert des investissements. Et malheureusement, présentement, on est dans un contexte où il y a une hausse des taux d'intérêt appréciable. Donc, depuis le début de l'année, en fonction des pressions inflationnistes, on a vu la Banque du Canada relever le taux directeur de 3 %, donc 300 points de base. On a un taux préférentiel aux alentours de 5,5 % au moment où on se parle. On enregistre ceci le 4 octobre. Si on regarde maintenant vers l'avenir, bien, les marchés s'attendent à ce que la Banque du Canada hausse son taux directeur à la fin octobre d'un autre 50 points de base, d'un autre 0,5 %. Ça amènerait le taux préférentiel autour de 6 %. Et bon, les marchés sont divisés à savoir s'il y aura une autre petite hausse au mois de décembre, la dernière rencontre aux décisions de la Banque du Canada pour l'année 2022. Mais après ceci, après octobre et décembre, on pourrait s'attendre à 50 à 75 points de base de hausse de taux directeur. Et après ceci, les marchés semblent suggérer qu'on aura fini de hausser les taux d'intérêt de la perspective de la banque. Et c'est pour ça que ici sur la diapo, je dis, bon, ben, les coûts d'emprunt peuvent avoir arrêté de grimper parce que les marchés financiers, si on regarde les taux d'intérêt dans l'ensemble de l'économie, les marchés financiers sont toujours en attente de. Donc, c'est toujours en fonction de leurs attentes par rapport au comportement futur de la Banque du Canada. Et donc, si effectivement la Banque du Canada s'arrête à autour de 50 à 75 points de base, mais peut-être que les coûts d'emprunt, si on regarde par exemple un emprunt 50 au fixe, etc., a arrêté de grimper ou va arrêter de grimper d'ici la fin de 2022. Ou présentement, on devrait être près là, du sommet à enregistrer pour 2022 et 2023. Je pense qu'une des choses à noter, c'est comment on peut s'attendre à... Est-ce qu'on doit s'attendre, je devrais poser la question, est-ce qu'on doit s'attendre à une baisse de taux en 2023? Donc, faisons l'argument que la hausse de taux finit en la fin 2022.
Ça ralentit énormément les dépenses en consommation. Les consommateurs voient leur pouvoir d'achat de toute façon diminuer par l'inflation. L'inflation commence à baisser, etc. Est-ce que la Banque du Canada va aller avec de l'avant avec une baisse de taux? Et jusqu'à tout récemment, il est possible que dans la deuxième moitié de 2023, effectivement, on voit peut-être la Banque du Canada réajuster sa politique monétaire pour donner un petit peu plus de flexibilité. Par contre, présentement, les marchés doutent de ce scénario-là. On voit maintenant que sur les marchés des obligations, par exemple, on voit que la courbe de rendement est beaucoup moins négative qu'elle ne l'a déjà été. Il n'y a pas de grosse différence entre le taux d'1 an, 2 ans, ce qui laisse suggérer que les marchés s'attendent à ce que les taux d'intérêt que l'on voit présentement sur le marché dure encore pour un certain temps. Donc, ça rend effectivement les investissements un peu plus dispendieux, si on parle d'investissements d'entreprise pour venir robotiser, automatiser, etc., combler le manque de main-d'œuvre sur les marchés. Donc, ça, c'est un défi auquel on va devoir faire face pour la fin 2022 et j'ai l'impression pour la majorité de 2023. Donc, si on met tout ça ensemble, si on fait état de la croissance des ventes, donc, somme toute, la demande pour l'alimentation est quand même assez forte. Je n'ai pas nécessairement parlé des exportations au tout début, mais il y avait des données sur les exportations qui montraient quand même une hausse de la valeur des exportations. Les importations ont aussi grimpé. Dans un certain sens, on a quand même une certaine compétition de la part des marchés internationaux. Mais si on met tout ça ensemble, si on regarde les marges de profit, marge brute dans le secteur de la transformation dans son ensemble, et par ça, je vais y aller par secteur un petit peu. Mais je pense que le fil conducteur, si on veut, à travers tous les secteurs sont un petit peu différents. Et si on l'essaie pour l'histoire générale ici, ou la tendance générale, je devrais dire, mais on voit qu'en 2021, la transformation, on a eu une certaine habileté à venir hausser les prix et passer l'augmentation de coûts que l'on voyait se décider ou qu'on voyait se décider avec l'augmentation du prix des commodités, l'augmentation des salaires, l'augmentation de l'énergie, etc. On a eu l'habileté. Vous voyez que donc l'indice pour la marge de profit brut des transformateurs en 2021 a grimpé légèrement. Mais par contre, on voit qu'en 2022, ça a été beaucoup plus difficile pour les 6 premiers mois de 2022 de refiler la facture pour les entreprises de transformation vers le détail. Donc, on a vu les marges de profit, par contre, être subies à de pression qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Donc, c'est quand même un enjeu assez significatif pour la transformation d'aller essayer de repasser ces augmentations de prix-là alors que le secteur du détail fait face à une hausse de coûts aussi. On voit que le prix des commodités continue d'être élevé. Donc, tout ça fait en sorte que ça met des certaines pressions à la marge pression sur les marges en 2022. J'y reviendrai pour 2023 dans un instant. Mais si on voit ici le scénario pour différents secteurs, et on peut garder cette diapo-là à l'écran pour un certain temps, comme je le disais, la règle générale, c'est qu'on voit une pression à la baisse quand on parle de 2021 versus les 6 premiers mois de 2022. Et ça, je pense que c'est vrai dans la plupart des secteurs. Peut-être une des exceptions, parce qu'il y a des exceptions, c'est sûr, c'est produits céréaliers, dis-je bien, et oléagineux. Alors que le prix des grains et oléagineux a augmenté de façon assez considérable. Il y a une demande sur les marchés internationaux aussi qui s'est créée, qui était très, très forte. Et puis ça a permis probablement d'aller chercher une marge qui était sensiblement en lien avec le niveau historique et même légèrement supérieur à la moyenne de 5 ans. Donc, il y a des secteurs qui font bien. Par contre, si on regarde le secteur des brasseries, on voit que oui, il y a une diminution pour 2022 et la diminution est assez significative. Et ça, je pense que c'est fonction de plusieurs facteurs, pas juste un facteur, mais certainement, si on veut, la concurrence actuellement à l'intérieur du secteur des brasseries fait en sorte qu'il est absolument très, très, très délicat et difficile pour les entreprises brassicoles d'aller passer les augmentations de coûts. Donc, ils font face à des coûts additionnels et puis la concurrence est tellement féroce qu'il est très difficile présentement d'aller passer les augmentations de prix vers le secteur du détail et vers les consommateurs. Donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu ici, mais chaque secteur fait un peu face à une dynamique différente. Si on regarde maintenant 2023, bien, première des choses, on peut s'attarder sur les ventes. Et puis, si on regarde encore une fois le secteur des ventes dans son ensemble, bien, je le disais, la hausse des ventes assez significative en 2022 est partiellement en fonction de l'inflation. Donc, il faut faire attention ici. On s'attend à ce que l'inflation diminue dans les derniers mois de 2022, de garder les volumes légèrement constants, peut-être légèrement en baisse. Et pour 2023, on s'attend à une inflation, règle générale, en moyenne, qui va être beaucoup moins qu'elle a été en 2022 et une croissance
quand même assez minimale sur les volumes. Bon, la raison est que sur les marchés d'exportation, les prévisions sont que ce sera un petit peu plus difficile sur les marchés d'exportation en 2023 parce qu'ils se décident quand même un ralentissement économique assez appréciable au niveau global. Le resserrement de la politique monétaire à travers là, toutes les économies du monde, si on regarde l'Europe, les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne, etc., on voit qu'il y a un resserrement assez significatif des taux d'intérêt, de la politique monétaire, et ça crée un ralentissement économique assez appréciable. Une des choses qui pourrait aider les exportations, c'est bien sûr la faiblesse du dollar canadien. Mais somme toute, on s'attend à une demande des marchés extérieurs un peu plus faible qu'elle ne l'a été en 2022. Et par contre, les consommateurs devraient revenir à des courants d'achat, des tendances d'achat qui sont similaires à ce qu'elles étaient avant le début de l'inflation en 2021, avant sur la fin 2021, et ce qui laisse porter à croire qu'on aura une augmentation des ventes, mais légèrement légère, plus légère qu'elle ne l'était en 2023. Et si on regarde par secteur, et on peut peut-être aussi grossir l'image ici pour mieux voir, on voit que chaque secteur, encore une fois, différents secteurs font face à différentes dynamiques. Il y a eu quand même de l'augmentation assez appréciable en fonction de l'inflation en 2022. On voit que pour certains secteurs, il est plus facile peut-être de refléter l'augmentation des coûts parce que les coûts vont demeurer élevés pour 2023. Je parlais des taux d'intérêt, je m'attends qu'ils demeurent assez élevés. Peut-être vers la fin de 2023, ralentir un petit peu ou diminuer un petit peu. La main-d'œuvre, le prix de la main-d'œuvre, les salaires vont aussi demeurer élevés. Et les commodités semblent aussi se décider aussi un courant où les prix demeurent élevés pour ce qui est des prix des denrées primaires. Donc, tout ça fait en sorte que ça crée certaines pressions sur les marges de profit, encore une fois, pour 2023. Mais lorsque l'inflation aura diminué, bien, je pense qu'on pourra revenir à des marges de profit qui seront plus en lien avec les moyennes sur 5 ans. Donc, c'était le survol de la présentation ou du contenu de notre mise à jour 2022 de l'IAD. Vous avez beaucoup de ces ressources-là qui sont disponibles sur le site web, comme je le disais en introduction, à fac.ca, / savoir. Et je retournerai la parole à Darlene pour voir sur quelques questions, peut-être dans la boîte de questions. Merci Jean-Philippe. Beaucoup d'informations, puis on voit qu'il y a beaucoup de facteurs qui viennent influencer effectivement le futur, l'analyse du futur du secteur des aliments et des boissons. Puis, moi, j'ai une question, Jean-Philippe. On a touché brièvement sur les exportations au cours de la prochaine année, potentiellement une baisse au niveau de l'exportation des aliments et des boissons. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus long des raisons pour lesquelles que tu vois cette analyse-là pour le futur? La valeur, c'est une bonne question, parce que la valeur des exportations pourrait baisser. Il y a encore eu une inflation sur les marchés internationaux, comme on l'a vu l'inflation sur le marché interne. Donc ça a poussé à la hausse le prix ou les valeurs d'exportation, ce qui va aider peut-être à minimiser les effets qu'on pourrait voir sur les marchés d'exportation, c'est la faiblesse du dollar canadien. Mais le ralentissement de l'économie globale, je pense, va avoir plus d'impact. Si on regarde, par exemple, du côté de la Chine, qui est une économie qui emmène large sur les marchés internationaux, on n'a pas besoin nécessairement d'exporter beaucoup vers la Chine pour subir les effets, si on veut, de l'économie chinoise. Hein, c'est-à-dire qu'il y a tellement de poids sur les marchés alimentaires. La Chine a tellement de poids sur les marchés alimentaires qu'il n'y a pas grand-chose pour un gros ralentissement du côté de la Chine pour avoir un impact. Et on regarde présentement leur économie traîne la patte. On a une politique COVID-0, encore une fois, qui peut-être du côté santé publique se tient, mais par contre, du côté économique, ça crée énormément de ralentissement du côté économique en Chine. On a un marché immobilier qui est bas de l'aile, c'est le moins qu'on peut se dire en Chine. Donc, il y a beaucoup de questions du côté économique comme un pays comme la Chine. En Europe, on a beaucoup de questions par rapport au ralentissement économique qui pourrait se créer suite j'allais dire une crise énergétique. On verra comment ça se développe pour cet hiver, mais la Russie a quand même beaucoup de pouvoir de négociation, si on veut, dans un sens, en fonction de la dépendance énergétique de l'Europe face au gaz naturel en Russie, etc. Donc, tous ces phénomènes-là peuvent avoir un impact sur l'économie globale, l'économie mondiale, et puis on s'attend à un ralentissement. Est-ce qu'on va arriver avec une récession mondiale?
Ben, j'argumenterais que c'est peut-être pas nécessairement la question à poser, mais je pense qu'il va y avoir un ralentissement économique assez important du côté de l'économie mondiale. Et puis ça peut peut-être avoir, ça va abaisser aussi, ce qui fait que ça abaisse un peu les prévisions d'exportation pour l'année 2023. Mm. Puis pour nos transformateurs alimentaires, les ingrédients qu'on utilise viennent des commodités, en fait, les grains qu'on produit ici au Canada. Puis on a vu les prix des commodités qui ont été à la hausse, qui se sont stabilisés un petit peu récemment. Puis l'impact de la guerre en Russie, évidemment, a eu un impact important sur ces prix-là et sur le prix de l'énergie, comme tu as mentionné tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vois pour le futur des prix des commodités et l'impact que ça peut avoir sur les transformateurs qui utilisent ces grains-là? Puis C'est des marchés qui sont assez intéressants parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 6 mois. Si on se rapporte d'à peu près 6 mois, un peu plus que 6 mois, on avait au début de la guerre en Ukraine, etc. Donc, on a vu les prix monter énormément. On a eu le temps de voir les prix redescendre. Et là, dernièrement, les prix sont repartis à la hausse, malgré le fait qu'on est capable maintenant de garantir un passage de certaines denrées en dehors de l'Ukraine vers des marchés d'exportation qui en ont bien besoin, là, en termes de sécurité alimentaire, etc. Mais on voit que n'importe quelle petite nouvelle de météo a un impact incroyable sur les marchés. On regarde, l'Europe est en train de quasiment littéralement brûler. Il y a eu une sécheresse assez importante en France. C'était vraiment très, 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 très significatif. Dans d'autres parties de l'Europe aussi. Donc, pour eux autres, la production est à la baisse. Du côté des États-Unis, on a simplement changer certaines zones, si on veut, ou certaines prévisions climatiques pour certaines zones spécifiques de production. Et juste ces petits changements-là ont poussé à la hausse, par exemple, le maïs. On regarde du côté de l'huile végétale, la demande est très forte. On a des mandats d'utilisation de diesel renouvelable, biodiesel, etc., qui poussent à la hausse l'utilisation d'huile végétale, alors qu'on n'a pas nécessairement relevé le niveau de production des oléagineux autant que les marchés le souhaiteraient. Il y a plusieurs facteurs qui pointent vers un marché des commodités, peu importe la commodité, en fait, qui va demeurer élevé. Donc, si on m'avait demandé il y a 6 mois, est-ce que je croyais que les prix resteraient aussi élevés, ma réponse aurait été pas nécessairement. Bon, on voit que les marchés sont très, très, très nerveux. Dès qu'il y a un petit débalancement à l'horizon de l'offre, par exemple, en fonction de la météo, etc., on voit que les marchés réagissent très fortement. La guerre en Ukraine est loin, loin, loin d'être terminée. On a loin de connaître la fin de l'issue de cette guerre-là. Donc, tout ça fait en sorte que les marchés sont très, très, très nerveux et ça crée beaucoup de rebondissements. Donc, je pense que pour les entreprises, si on est capable d'aller chercher ou se protéger ou enregistrer ou garantir certains prix lorsqu'on voit une baisse qui peut être temporaire, mais je pense que c'est peut-être la stratégie à adopter dans un marché qui va être assez nerveux là, pour les prochains mois, c'est sûr. Oui, effectivement, la volatilité actuelle, on est peut-être mieux de prévoir, comme tu dis, de fixer des prix si possible et des ingrédients. On a une question ici qui parle de l'inflation qui est évidemment à la hausse actuellement. Puis la question est, c'est quoi le variable qui influence le plus selon toi, sachant que le prix du pétrole tend à diminuer un petit peu? Est-ce qu'il y a d'autres variables qui peuvent influencer cette hausse-là? Bien, la Banque du Canada surveille ce qu'on appelle l'inflation de base, et non pas l'inflation que je présentais au tout début. Donc, on essaie d'éliminer, si on veut, l'alimentation, l'énergie, etc., la mesure d'inflation pour essayer de comprendre quelle est la tendance future de l'inflation. Pour notre secteur, pour l'industrie de la transformation, bien, ça peut te paraître un petit peu paradoxal de dire on va éliminer l'alimentation de la mesure d'inflation. Mais c'est vraiment de comprendre quelles sont les tendances en ce moment lourdes du côté de l'inflation pour essayer de voir comment ajuster, si on veut, la politique monétaire, les taux d'intérêt pour le futur. Et présentement, on a encore beaucoup, oui, l'énergie a baissé, mais encore là, c'est un secteur qui reste très, très, très volatile. L'alimentation ne montre aucun signe de baisser. Mais par contre, si on regarde l'ensemble des secteurs, il y a encore beaucoup de pression inflationniste dans l'économie, si on fait abstraction d'énergie et alimentation. Donc, c'est pour ça que la Banque du Canada, son travail, je pense, n'est pas terminé. On va avoir une autre hausse. Ces hausses de taux-là prennent du temps à complètement se distribuer à travers toute l'économie. Ça prend du temps pour les consommateurs, les entreprises, etc., d'ajuster
leurs décisions, etc. Les prêts viennent à échéance avec un certain retard, etc. Donc, ça prend encore un petit peu de temps. Je pense qu'on arrive vers la fin. Comme je le disais, je pense qu'on a importé on importe une certaine inflation. Ce qui est un peu paradoxal aussi, c'est qu'avec un dollar canadien qui diminue, bien, ça aide pas nécessairement nos pressions inflationnistes. D'habitude, quand le dollar canadien est faible, l'inflation, toutes choses étant égales par ailleurs, l'inflation est plus élevée. Donc, je pense que ça encourage un peu ou ça porte à croire que la banque va encore lever son taux. Donc, on importe une certaine inflation en fonction des prix des produits de base, des chaînes d'approvisionnement qui ne sont pas encore nécessairement aussi fonctionnelles qu'elles ne l'étaient avant la pandémie. Et par contre, on a encore une certaine partie de l'inflation qui est interne, c'est-à-dire qui est carrément en fonction de notre économie. Et ça, par contre, je pense qu'on arrive vers la fin du cycle, du processus, si on regarde les dépenses ou l'épargne pour des consommateurs. Puis, par rapport au dollar, justement, c'est quoi l'impact de cette baisse de dollar canadien-là par rapport au dollar US sur les transformateurs pour les entreprises? Là? Si on continue à baisser là, en bas du 60 cents d'ici quelques temps? Ce matin, je regardais, on était à 73 sous. Est-ce qu'on va se rendre jusque dans les 60 sous? J'en doute. Par contre, je pense notre prévision est que le dollar canadien va diminuer d'ici la fin de l'année, peut-être au début 2023. On va peut-être être au-dessus, légèrement au-dessus de 70 sous. Lorsqu'on parle d'une récession mondiale, il y a plusieurs facteurs qui pointent vers une hausse du dollar canadien. Ce qui est un peu intéressant, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le dollar canadien est encore assez fort. C'est vraiment juste en fonction du dollar américain qu'on a perdu de la valeur. Le dollar américain a vraiment gagné beaucoup de valeur. Mais si on regarde le dollar canadien face à l'euro, face à plusieurs autres devises, le dollar canadien reste quand même assez fort. Mais par contre le dollar américain, on devrait avoir une petite diminution des prix d'ici la fin de l'année. La diminution du taux de change d'ici la fin de l'année. Puis, est-ce que c'est bénéfique, donc, pour les transformateurs, ce dollar-là qui est bas? Pour les transformateurs, j'imagine, qui exportent. Ça aide effectivement. Par exemple, effectivement, quand tu exportes, ça aide énormément. Par contre, l'envers de la médaille, c'est lorsqu'on a des investissements à faire, il y a beaucoup d'équipements en transformation qui provient qui est importé. Si c'est importé des États-Unis, bien ça, c'est un coût additionnel. Par contre, comme je disais, notre devise reste forte contre l'euro. J'ai l'impression que l'euro pourrait se déprécier encore un petit peu et donc ça va permettre peut-être à des entreprises d'importer de l'équipement d'Europe à un prix peut-être plus avantageux qu'ils ne l'espéraient il y a quelques mois, par exemple. C'est bien. Puis peut-être dernièrement, une dernière petite question sur la main-d'œuvre. Le rapport qui a été publié tout récemment chez FAC qui parle justement des projections des années à venir pour la main-d'œuvre semble pas très rose. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur pourquoi là, effectivement, de cette stabilité-là où en fait là, qu'on prévoit pas que ça va s'améliorer au cours des prochaines années? C'est un peu l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Le moitié plein, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on s'attend à que le marché de l'emploi ne devient pas plus favorable pour les entreprises de transformation, c'est parce qu'on s'attend à beaucoup de croissance au niveau de la demande auquel les entreprises de transformation font face. Donc, demande alimentaire qui est en croissance, augmentation de la production qui est requise, donc ça nécessite l'emploi de travailleurs additionnels. Donc ça, je pense que c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que si on regarde les projections de Statistique Canada, par exemple, par rapport à la population active, si on regarde des projections en termes d'immigration, puis on regarde comment historiquement ces projections-là ont résulté en un ensemble de travailleurs disponibles pour le secteur de la transformation, bien, on arrive que pratiquement au même point où on en est présentement. Et donc, ça crée encore, on arrive dans une situation où il va encore avoir une rareté de la main-d'œuvre pour le secteur de la transformation. Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on fait face à une demande à la hausse. Donc, les entreprises qui sont en mesure de bien se tirer d'affaires dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de demande à la hausse, je pense que c'est ceux qui vont être en mesure de profiter le plus de la croissance possible du secteur. Merci. Donc, Jean-Philippe, ça fait le tour. Je ne vois plus d'autres questions dans la section clavardage. Merci pour toute cette belle information. Je pense qu'on a une belle analyse pour le début de l'année, en fait, quasiment le 3/4 de l'année, depuis le dernier rapport qui a été publié. Pour l'audience qui nous écoute, vous recevrez sous peu un courriel contenant l'enregistrement de cette séance aujourd'hui.
Profitez-en pour le visionner à nouveau ou le partager avec vos connaissances. Et vous allez aussi trouver sous peu dans votre boîte de réception un courriel contenant des liens vers ce bilan semestriel de FAC sur le secteur des aliments transformés et des boissons dont il était question aujourd'hui. Et il y aura un formulaire d'évaluation qui prend à peu près 3 minutes à compléter. Donc, votre opinion, elle est importante pour nous et nous aidera à développer et améliorer nos futurs événements. Je vous invite également à visiter notre site web fac.ca pour en savoir plus sur le secteur des aliments transformés et des boissons et des événements à venir. Donc, merci encore une fois, Jean-Philippe, et merci à tout le monde de votre participation et au nom de tout le personnel de FAC, nous vous souhaitons une très belle journée.